Bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas Roger de la Garde, je mets toujours une petite courte biographie de nos invités, nos conférenciers. Roger est toujours le directeur de la revue Communication. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est une revue que vous devez connaître, et si vous ne la connaissez pas, c'est une bonne idée d'aller la voir. Roger est au département, le fondateur, c'est pas tort, en provenance du département de sociologie. Alors, j'ai pas de doute, Roger va alimenter votre réflexion aussi, peut-être toute la fin de semaine, au moins. Je te cède la parole, Roger, merci. La barre est haute. La barre est haute. Avant de commencer, je voudrais vous dévoiler mon intention, d'accord? Alors, mon intention, pour prendre une image, c'est de vous faire approcher d'un arbre, peut-être de le toucher, mais de porter votre attention sur la forêt que cache l'arbre, d'accord? Donc, pour le dire autrement, l'arbre dont il sera question ici, c'est le concept de médiatisation. Retenez ça quelque part, ça va revenir de temps en temps, mais c'est vraiment le point central de ma présentation. Deuxième chose que je voudrais dire avant, c'est que, et vous l'avez sur papier, d'accord? 3 fois. Et pourquoi? Bien, c'est un peu ma façon d'essayer de vous approcher vers l'arbre. Avant, ça me suffisait, moi, pour présenter mon plan de cours. Je considère que ceci est un cours. Donc, ceci, c'était mon plan. Mais c'est aussi un condensé de tout ce que je vais essayer de vous dire. Okay? C'est un condensé des paroles qui vont se bousculer pendant les prochaines minutes. Aujourd'hui, je peux utiliser un autre, ceci étant mon premier média, ceci c'est un autre média, et ça c'est un autre média. Okay? Aujourd'hui, je peux médiatiser le même message, c'est-à-dire le même message peut être diffusé sur ce qu'on appelle des plateformes différentes. La question qui va se poser ou qui peut se poser, c'est quand je me limitais à ceci, quelles étaient les conditions de réception de tous les mots qui vont s'en suivre? Si j'efface ça et je le présente comme ça, on change de conditions. Si j'efface ça et je donne ça, c'est d'autres conditions qui sont changées. J'aurais pu vous l'envoyer par courriel, sur votre téléphone mobile, etc., etc., etc. Donc, la notion de médiatisation, l'arbre, je commence là à vouloir le dépeindre. D'accord? Nous vivons dans notre quotidien, dans un monde de plus en plus médiatisé, c'est-à-dire dans un monde où les mots, les paroles, etc., circulent, nous arrivent un peu partout, sous différents modes, qui peuvent être un ensemble, mais dont chaque élément contient son mode à la fois de réception, mais aussi son mode d'interprétation. Okay? Ça, c'est l'arbre. Alors, maintenant, on commence. Alors, identitaire, l'itinéraire identitaire. Le conférencier de la semaine passée vous a donné un peu son CV. Moi, je n'aime pas présenter mon CV. Ça n'a vraiment pas d'intérêt pour quiconque, même pas pour moi. Mais en tant que quelqu'un qui a consacré une bonne partie de sa vie à essayer de trouver des réponses à des mystères, qui a été un peu provoqué par un certain nombre de mystères au cours de sa vie, je préfère le terme identitaire et la notion d'itinéraire plutôt que de carrière. Okay?
je voudrais, comme je m'intéresse beaucoup à des questions, ou à ce que j'appelle des questionnements, et que chacun de ces questionnements-là découle d'un moment, entre guillemets, mystérieux, ou un phénomène, et que ces moments-là ou ces thèmes qui m'interrogent, me questionnent, c'est entre autres l'identité, la technologie média. Et quand je vais utiliser la notion de média et technologie, c'est des synonymes. OK? Quand je parle de média, technologie, média. Donc, je m'intéresse aux médias, technologie, l'identité et la culture. En gros, c'est à peu près ça mes astres ou mes mystères. Et il est intéressant, je pense, de vous dire comment et où j'ai rencontré ou dans quelles circonstances ces mystères sont apparus et m'ont interrogé. C'est certain que mes moments de mystère ne seront pas les vôtres. C'est certain que mes moments de mystère, c'était des moments où je suis venu en contact avec un média. Mais je fais le pari que même si nous ne sommes pas de la même, entre guillemets, génération, et peut-être pas de le même espace, qu'il est fort possible, sinon probable, que dans votre itinéraire, vous avez peut-être vécu des moments de mystère vis-à-vis un médium. Que le médium, vous avez été confronté à un phénomène lié à un média et qu'à un moment donné, vous vous êtes arrêté pour dire « Ouais, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe ici? » Donc, c'est plutôt sur... Je fais le pari qu'on va peut-être arriver à avoir quelque chose en commun, non pas à partir de mes expériences, mais à partir de la ressemblance ou la similitude de nos expériences. Alors là, c'est vrai, on commence. Donc, mon itinéraire, et vous allez voir que c'est mêlé médias et culture. Donc, mon itinéraire, c'est que je proviens d'origine d'une petite municipalité d'à peu près 5000 personnes, dans laquelle il y avait 2 mondes clos. Ce que j'appelle des mondes, c'est des univers. Si vous voulez, pour l'instant, on va appeler ça des univers. 2 univers clos. C'est-à-dire que quand j'étais dans le foyer, dans le centre d'un appartement, là, et non pas dans un foyer, dans le centre d'un feu. Donc, quand j'étais dans l'appartement où nous vivions, au meilleur de mes souvenirs, ma langue première, ou que la langue que j'entendais, était le français. Dès qu'on ouvrait la porte, on mettait le pied sur le trottoir, c'était anglais. Et c'était aussi fermé que ça. Porte ouverte, porte fermée, fermait la porte, français, ouvrait la porte, anglais. C'était 2 mondes clos. Mais dans cette petite municipalité, mon premier contact, c'était avec le cinéma états-unien. Je préfère le terme états-unien à américain. Donc, le cinéma états-unien. Et je me souviens de mon premier film, ma mère était américanophile et aimait beaucoup le cinéma. Donc, à 3 ans, je suis allé voir mon premier film en langue anglaise. Je me souviens encore du titre et des acteurs. Okay. Pourquoi j'insiste sur l'âge de 3 ans? C'est parce qu'au Québec, l'âge pour aller au cinéma, à cette époque-là, c'était, je crois, 14 ou 16 ans. On ne pouvait pas aller au cinéma avant l'âge de 14 ou 16 ans. Moi, je suis allé à 3 ans. D'accord. Premier phénomène, si vous voulez, ou premier flash de mon itinéraire qui me revient en tête. On a déménagé dans un gros village d'à peu près 5000 personnes. Là, c'était un monde homogène français, clos. On était dans un village, dans un comté qui était, à ce moment-là, statistiquement, le plus pauvre du Canada. Okay? Donc, on était vraiment clos, isolés. Là, foyer, rue, trottoir, appartement, français, 100 99,9 Produits culturels, à ce moment-là, dans ce village de Français, de francophones, des comics états-uniens. Je fais une différence entre les comics et les BD, d'accord? Donc, les comics états-uniens, le monde de Marvel, Superman, Archie, etc., etc. Et très rarement, j'ai un vague souvenir d'un cinéma, peut-être français, mais je ne suis pas sûr. C'est aussi là où je suis rentré
dans un autre univers ou dans un autre média culturel qui était le jouet. Comment le jouet, tout simplement. Déménager encore dans une municipalité moyenne d'à peu près plus ou moins 8000. Donc, je suis un petit gars de la campagne, si vous voulez. Là, au lieu d'être deux mondes clos, c'était deux mondes parallèles. Français, anglais. Quand j'ai dit parallèle, c'est-à-dire qu'il y avait l'école, l'église, l'hôpital et, il ne faut pas que j'en oublie, le foyer, l'école, l'église, l'hôpital français. Et à côté, il y avait des foyers, école, église, hôpital anglais. Donc, ces deux mondes parallèles qui communiquaient, ce n'est pas clos dans le sens que quand j'ouvrais la porte, je changeais de monde, d'un univers. J'ouvrais la porte, il y avait une école française, j'étais soigné à l'hôpital français, j'étais guéri, j'allais prier, j'allais prier à l'église de langue française. Dans cette municipalité-là, mes produits culturels, c'était pour la première fois la musique. Musique anglaise et aussi le premier contact de mémoire de la musique francophone. Par la radio, mais à la radio, en plus de la musique, il y avait la musique aussi, il y avait le tourne-disque, mais la radio aussi pour la musique, mais surtout le radio-roman. Et surtout le radio-roman états-unien. Les westerns, les polars, les fantastiques, les comédies, etc., à la radio. Le ciné états-unien, bien sûr, les comics, bien sûr, et c'est là où, comme je suis né avant la télévision, est arrivée la télévision. Donc, premier contact avec la télévision, c'était là, et la presse écrite. Mais dans la presse écrite, je regardais surtout les bandes dessinées. Que voulez-vous? On aime la vie. Donc, c'est surtout, j'ai donc un itinéraire et mes flashs sont liés à des médias dans des endroits culturels bien spécifiques. Monde clos, monde homogène, monde parallèle. C'est dans ce monde parallèle-là où le premier mystère, le premier phénomène, je dis, wow, minute, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Avant, j'écoutais la radio, je lisais les bandes dessinées, etc. C'était dans le naturel des choses. Okay? Mais la télévision, wow, il y a quelque chose ici qui a changé, non pas dans ma vie un peu, mais qui change la vie. Et ça a changé les relations des réseaux sociaux dans lesquels j'étais impliqué. Il faut dire qu'on demeurait dans une maison et nos deux voisins, c'était mes oncles. Okay? Donc, ma mère, ses deux frères, ses familles, et les gens de même génération, je me souviens, le dimanche, venaient écouter, ou en fin de soirée, venaient écouter une émission qui s'appelait Séraphin, ou enfin, c'était quoi le titre? C'est ça. Donc, ils venaient prendre le thé, prendre un petit goûter, puis on s'assoyait, je voyais encore, c'était un gros meuble, autour, on écoutait, et ensuite on continuait à parler, puis on s'en allait. Okay? Quand eux, ils étaient partis, les gens de mon âge venaient, puis on écoutait les radios-romans états-uniens, on riait, etc., et on partait. Arrive la télévision, il n'y a personne, ni ma mère, ni mes parents, ni mes oncles pouvaient acheter un téléviseur. C'était trop cher. Mais ma mère avait un cousin qui, lui, était de veuf et qui avait un peu les moyens et qui voulait un peu impressionner, c'est toujours ma lecture, qui voulait un peu impressionner. Lui s'est acheté un téléviseur. Mais ce n'était pas notre voisin. Il fallait marcher à peu près 1 kilomètre pour y aller. Ça n'a pas pris longtemps que mon père, ma mère et moi, le dimanche, on se lève et on va marcher sur le cousin pour aller regarder ce téléviseur-là. Les voisins ne sont jamais revenus écouter la radio. Okay? Mes chums ne sont pas revenus écouter la radio-roman. Okay? Ça a comme cassé ce réseau-là et ça a comme déplacé mon réseau personnel vers le cousin que je connaissais plus ou moins. D'accord? Et là aussi, même scénario, on allait là, prendre le thé, manger des petites bouchées, et on s'assoyait, non pas pour écouter la radio, mais pour regarder un écran dans lequel c'était de la tempête de neige. Au début, on voyait que des gros flocons. Puis parfois, on pouvait dessiner ou voir un ombrage, puis là, on essayait de deviner.
Et je me souviens que les premières émissions qu'on regardait, c'était la lutte. C'était ça qui était prédominant comme divertissement là. Et après qu'on finit que, bon, on a assez vu de neige, on ferme ça, on prend un petit peu plus de thé, petite bouchée, bonsoir, merci, et à la semaine prochaine. Donc, la télévision avait comme changé dans ma vie personnelle mes réseaux. J'allais voir quelqu'un que je ne connaissais pas, j'avais plus mes chums qui venaient, etc. Enfin, déménager dans une ville urbaine, pour la nommer Québec, pour moi, ça, c'était un monde tout à fait nouveau. Okay? Ce n'était plus une petite municipalité, mais c'était devenu une société. Je vivais maintenant dans une société de langue française où, et ça, c'était un mystère pour moi, jamais vu ça, wow, le français ne pose pas de problème. Il n'y a pas de rapport entre le français et l'autre, qui est l'anglais. Et le Canadien français par rapport au Canadien anglais, etc., c'est la société française ou francophone, Québec. On est chez les Québécois. Et là, le phénomène que ça a produit, puis ça a un peu changé, un peu wow, c'est je ne suis plus un minoritaire, je suis majoritaire. Je fais partie de la majorité. Avant, jusqu'à-là, je faisais partie d'une minorité plus ou moins visible, plus ou moins vocale, sauf dans les mondes parallèles, on était assez visible. Mais là, j'ai vraiment pas besoin de m'afficher quoi que ce soit comme minoritaire. Je fais partie de la majorité. L'autre qui fait wow, une espèce de mystère, c'est que tous les produits culturels, soit la télévision, le cinéma, dans la presse, etc., ce n'est pas des importés. Ce n'est pas un cinéma états-unien. Puis quand j'étais ailleurs, quand on écoutait la chanson française de France, c'était importé. Et même la chanson québécoise, c'était de l'importé. Tout ça, c'était importé. Il y avait très peu de choses, de produits de culturel local. Ici, tout était local. Donc, tout ce qui était d'ordre culturel et tout ce qui était de l'ordre des médias, c'était du local. C'était produit ici. C'était pas importé. Donc, le seul importé, là, c'était moi. C'était moi qui étais importé ici, mais tout le reste, ce n'était pas de l'importé, c'était de local. Alors que là, avant où j'étais, tout était importé. Ici, la seule chose qui était importée, c'était moi. Les mots. Alors ça, c'est pour mon itinéraire et pour vous dire que si mes réflexions, mes questionnements, etc., d'où ça provient, pourquoi je m'intéresse aux médias, c'est pour ça. C'est pourquoi je m'intéresse à la question de l'identité liée aux médias et pourquoi je m'intéresse aux médias et la notion de changement, parce que les médias, ça a changé quelque chose. Bien, c'est dans mon itinéraire identitaire que ça se retrouve. Et pour revenir à l'arbre, médiatisation, ce que ça cache, c'est la problématique du changement. D'accord? Notez, quelque part, là. C'est fait. Les mots. Bon. Vous allez m'excuser, je vais lire un texte parce que je considère, ça fait partie de mon itinéraire, mon identitaire, c'est que parler de la parole demande que je fasse une espèce de discours. Et c'est pour ça que je vais mis par écrit ce que j'aurais aimé vous dire, mais quand je commence à dire, je dédie et des fois, je ne voudrais pas médire. Donc, c'est pour ça que je mets ça par écrit. Sans les mots, ces signes qui s'interposent entre nous et les réalités, aucune communication possible, aucune réalité sociale, aucune évolution de l'espèce humaine. C'est assez gros, là, comme point de... Oui, ça va? Aucune évolution de l'espèce humaine sans les mots. Quels sont les mots qui nous réunissent ici ce matin? Il y en a deux. Parole publique. Là, je cite le plan de cours. La parole publique est un phénomène social prégnant que ce séminaire propose d'aborder sous l'angle de ses manifestations les plus actuelles. Ce à quoi je vais essayer de répondre. J'ai interprété mon invitation à venir vous rencontrer comme une invitation à parler publiquement de la parole publique. Il m'importe moins de définir ces mots, parole publique, que de dire comment je les définis. Les mots ne contiennent pas dans leur essence
leur définition. Dans la mesure où la langue est vivante, les mots se définissent dans un processus dynamique de mise en rapport, de mise en relation avec d'autres mots. Si pour certains, il existe une définition universelle du beau, du bien, du progrès, valable pour toutes les langues indépendamment du lieu et de l'époque de leur usage, je suis plutôt d'avis que les définitions ne sont valables que dans la conjoncture et que les mots qui servent à communiquer, à unir, à établir le commun, servent également à démarquer, distancier, à établir des rapports. Ainsi, définir le beau, c'est définir à la fois et de façon indissociable le pas beau, c'est-à-dire le beau dans son rapport avec le pas beau. Une personne est belle parce qu'elle n'est pas laide. Ainsi, la belle ou le beau est propre, non sale, en santé et non malade, possède un corps symétrique et non difforme, un teint radieux et non sombre ou ombragé. Nos mythes, par exemple les contes pour enfants, Disney, les frères Grimm ou les magazines mode, définissent comme beau tout ce qui n'est ni malsain, c'est-à-dire qui n'est pas atteint par la saleté, la maladie ou la difformité, qui n'est pas prémoderne, c'est-à-dire sans éducation technologiquement inepte ou naturelle, ni malheureux, c'est-à-dire pas pauvre, pas victime et pas vieux. Je m'excuse, François. La parole. Si l'on s'entend pour dire que toute unité de sens, c'est-à-dire la phrase, est un ensemble de mots-signes dont l'ordre est établi par un code reconnu et pratiqué, l'on peut dire que la parole est un ensemble d'unités de sens. Mais comment définir la parole? Antidote parle d'une faculté de communiquer la pensée par le langage, par les mots. Oui? Faculté de communiquer la pensée par le langage, par les mots. Selon ma perspective, que toute définition d'un mot s'appuie sur sa mise en rapport avec un autre mot-signe, la parole renferme un rapport au discours. La parole, c'est le non-discours, comme le beau, c'est le pas beau. La parole, c'est le non-discours. La parole est plutôt du domaine du privé, plus libre, plus volatile, plus éphémère, plus informel, plus écervelé, plus individuel, plus intime que le discours, mais tout aussi solennel et rituel que le discours. Ainsi, on peut donner la parole, couper la parole, mais non le discours. On peut avoir de belles paroles, paroles d'honneur, des paroles en l'air, n'avoir qu'une parole, être fidèle à sa parole. La parole peut être écrite, chantée ou s'adjoindre le geste ou l'image. La parole peut être inutile, déplacée, mais aussi la parole est un droit et une liberté. Droit de parole, droit et liberté de parole. Si les paroles s'envolent et les écrits restent, les belles paroles n'écochent pas la langue. Peut-on en dire autant du discours, du silence? La parole, si j'en parle, c'est le non-discours, le non-silence. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer par le discours et par le silence. Mais moi, je préfère communiquer par la parole. La parole seule peut être méditation ou soliloque. Je peux parler à moi-même, ça m'arrive. La parole échangée est une conversation. La parole donnée et prise est un débat ou un enseignement. La parole multivoix est une manifestation dans la rue ou une joyeuse fête. La parole publique. L'expression ressemble plutôt à un oxymoron. Ça n'a pas de sens pour moi de mettre ces deux mots ensemble. Mettre le mot « parole » en rapport avec « public », c'est, selon moi,
mettre en avant un rapport qui n'est pas fondé dans la pratique. La parole peut s'exprimer en public, dans un endroit public, mais est-elle pour autant une parole publique? Alors, pourquoi serions-nous gênés d'écouter la conversation, c'est-à-dire un échange de paroles, dans un transport commun ou dans le café? Les gens qui parlent au téléphone cellulaire tout seul, ça m'énerve. Bon, mais on est dans un endroit public, sa parole devrait être publique, je ne devrais pas être gêné ou ça ne devrait pas m'écorcher les oreilles. Et pourquoi sommes-nous dérangés par une conversation dans une salle de cinéma, dans une salle de cours ou dans une bibliothèque, si la parole publique existe? Ce qui m'amène au comment définir le mot public de manière à enfermer son rapport au non-public, au privé, si vous voulez. Autre temps, autre définition. Il n'y a pas si longtemps, le rapport public-privé n'existait que pour une minorité. On peut penser aux citoyens de Rome si on veut remonter loin, mais il y en a eu d'autres depuis. Pendant longtemps et pour la majorité, les enfants, les conjoints, les parents, la terre, les outils, le travail relevaient du privé. On avait ses enfants, son conjoint, ses parents, sa terre, ses outils, son travail. On avait aussi son Seigneur à servir et son âme à sauver. Moi, j'aime ça. Même les guerres étaient affaires privées, celles des souverains. La notion du public émerge avec la constitution des États-nations et du régime parlementaire quelque part au 18e, 19e siècle. C'est-à-dire avec l'affirmation de la souveraineté du peuple et du citoyen. C'est là que commence la notion de public. Or, cette souveraineté ne pouvait s'exercer efficacement que si tous et chacun y participaient. Mais tous et chacun ne pouvaient y participer sur une base permanente. Il fallait se nourrir, se protéger des malheurs, se soigner, s'amuser. On n'avait pas le temps de toujours s'occuper de l'affaire publique. Il fallait donc déléguer une partie de l'exercice de cette souveraineté. Si le peuple est souverain, bien, le peuple, lui, a autre chose à faire que s'occuper des affaires publiques, donc on délègue. Est apparu le représentant, le délégué, le député du peuple souverain. Mais le représentant devait être informé de quoi il était la représentation. Les citoyens qui composent le peuple devaient s'entendre sur des valeurs communes, des enjeux communs, des solutions communes, et les faire connaître à leurs représentants pour qu'ils puissent agir, faire des lois, règlements, normes. D'où l'établissement du public, entre guillemets, de l'espace public où l'on pouvait exercer son droit et sa liberté de parole. D'où le recours à la technologie de la communication, surtout la presse écrite et le livre, pour faire connaître aux représentants les paroles, c'est-à-dire les pensées, de leurs commettants, et aux commettants, les agissements de leurs représentants. En ces temps, le public, peuple souverain, et son espace étaient le non privé, et le privé et son espace étaient le non public. Division, là, c'est comme dans mes deux mondes clos, une porte fermée, séparée. Et la parole en public n'était pas celle en privé. L'État ne s'invitait pas à la table de manger, ni au salon, et encore moins dans la chambre à coucher. Mais aujourd'hui, les technologies de la communication qui ont contribué à la création du public et de l'espace public contribuent à embrouiller, sinon à effacer les frontières entre les espaces privés et publics. Ces technologies sont-elles devenues l'espace public, les médias de masse ou les médias sociaux? Alors qu'autrefois, les médias servaient de lien, de pont entre le citoyen et son représentant et démarquaient la frontière entre le public et le privé, aujourd'hui, les médias fusionnent les deux lieux de parole. De plus, comble fusionnel, les médias se proclament les représentants de la volonté citoyenne, le lieu du droit et de la liberté de parole, et surtout le porte-parole des sans-paroles.
Si la parole est cette faculté de communiquer la pensée par le langage, par les mots, toujours selon Antidote, et si l'une des pratiques de la parole, de cette faculté de communiquer la pensée, se définit, selon moi, par son rapport de distanciation avec le discours, qui serait une autre pratique de la parole, celle des représentants des délégués et des députés, par opposition, si vous voulez, à celle du citoyen ou du commettant. Et si cette parole s'exprimait autrefois dans des espaces dits publics bien délimités par les technologies de la communication, et si les technologies de communication d'aujourd'hui non seulement prétendent se substituer à l'espace public, mais aussi à la parole en public, reste-t-il des espaces publics dans lesquels la parole, la communication de la pensée, peut encore s'exercer en toute liberté et en droit? La réponse, bien sûr, c'est oui. Qu'est-ce qu'un espace public? Un espace public est un espace accessible à tous, moyennant ou non un coût, et où la parole s'échange, où la pensée circule, où la communication s'établit sans intermédiaire, sans porte-parole, sans technologie. Sans que la technologie médiatise, voilà le mot qui revient, l'arbre qui s'en vient, sans que la technologie médiatise la communication, la pensée, la parole. Une salle de cours, pour moi, c'est un espace public. Un cours en ligne, ce n'est pas un espace public. Un bureau de votation, c'est un espace public. Le vote en ligne, pas sûr. Je ne remets pas en question l'existence des espaces publics ni l'existence du droit et de la liberté de parole. Ce que je questionne, c'est l'étendue de la médiatisation de la parole, de cette faculté de communiquer la pensée par le langage, par les mots. Dans quelle mesure la technologie de la communication, les médias, impose sa logique, ce que les Anglo appellent « media logic », à l'exercice de la parole au point de restreindre son droit et sa liberté et d'appauvrir la pensée? Voilà la grande question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Encore des mots. De tout temps, les objets ont servi de médias, d'intermédiaires entre les sujets pour construire et renforcer des liens, soit d'identité, soit de distinction. Par exemple, le blason, le drapeau, le tatouage, le logo et aujourd'hui le branding. Okay? Ça, c'est un média. Ça, c'est un média. Mais ça, là, ce griffonnage-là, c'est aussi un média. Ce griffonnage ici, là, sert d'intermédiaire entre ce que je veux dire et ce que j'espère vous aurez reçu et peut-être compris. Okay? Donc, le premier média qu'on a inventé, c'était les mots. Okay? Depuis ce temps-là, on n'a fait que médiatiser de plus en plus les mots, les paroles, parce que ce médium-là sert d'intermédiaire entre moi et vous. Il est question ici d'objets technologiques servant à établir des liens d'identité et de distinction entre sujets, vous et moi, par la transmission ou communication de la pensée, c'est-à-dire des données de toute nature, soit des données de type d'information, connaissance ou fiction, amenez comme vous voulez. Est-ce un hasard si les médias ou technologies propres à communiquer la transmission de la pensée entre sujets ont été désignés de médias de communication? Non, puisque le tout premier média, le langage, la parole, les mots, servait à communiquer. Donc, c'est un peu par hasard, c'est pas par hasard que si un des premiers médias l'homme a inventé, c'était pour communiquer. Donc, ça coule de source d'appeler des technologies de communication, des médias de communication, puisque ce sont essentiellement des médias, des objets qui servent d'intermédiaire entre deux sujets pour communiquer.
Communiquer quoi? La réponse est ouverte. Et la question aussi. Pendant très longtemps, les technologies de communication servaient à la transmission de la pensée entre sujets, à être littéralement des porte-paroles. Ceci ou ça porte ma parole. C'est un média porte-parole. Elles étaient au sens strict des médias, c'est-à-dire elles recevaient des destinataires la parole dite ou écrite, chantée ou imagée, les portaient ou les transportaient sans perte ou le moins possible au destinataire. L'exemple type contemporain de cette forme de communication de ce média, et qui probablement va disparaître bientôt, c'est le facteur. Si on y pense, le facteur, celui qui vous apporte le courrier, c'est un intermédiaire et c'est le porte-parole par excellence. Parce qu'il livre sans altération et en toute intégralité le message que le destinataire destine au destinataire. C'était aussi vrai pour le télégraphiste. Autrefois, il apportait un message, tic, 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 et le reporter d'autrefois, quand on rapportait presque intégralement un discours. Le photographe, la radio et la télévision en direct, mais non le cinéma. Le théâtre et le concert, oui. Le médiateur, par exemple, dans un conflit de travail, modifie légèrement, mais de manière substantielle, la notion de média. On parle beaucoup de médiation et de médiateur, surtout dans le cas de conflit de travail. Mais le terme médiateur ou médiation, très proche de média, change légèrement la notion de média porte-parole. Non seulement le médiateur doit-il porter la parole de l'une des parties en conflit le plus fidèlement possible vers l'autre partie et inversement, mais il jouit d'une marge bien banalisée d'interprétation. Il peut dire, voici ce que l'autre partie syndicale a dit, mais si j'interprète légèrement, voici ce qu'il a peut-être voulu dire. Il a dit ça, mais j'ai cru comprendre qu'il y a peut-être une petite ouverture. Donc, c'est balisé, mais il peut interpréter. Il ne fait pas que porter la parole, il peut commencer à l'interpréter. Par analogie, les médias ou technologies de communication qui devaient assurer la transmission sans perte d'un message se sont prévalus au nom de leur media logic d'une certaine marge d'interprétation. Pourquoi? Mais la technologie pouvait le faire, donc la technologie le fait. Et le marché le souhaitait. Exit le direct, la transcription mot à mot des discours, et entre en scène l'opinion du médiateur, le commentaire, le montage, l'interprétation et tardivement par rapport à la littérature, le storytelling. Donc, on est passé d'un média qui était littéralement des porte-paroles. L'exemple, c'est le reporter qui littéralement rapportait le discours. Tac. Aujourd'hui, on n'est plus des porte-paroles et on ne fait plus de radio en direct. On enregistre et on met en scène ce que l'autre a dit. Okay? Donc, on est rendu dans la médiation, des médias médiateurs et non pas des médias porte-parole. Les médias, cessant d'être au sens strict des porte-paroles, deviennent des traducteurs, des interprètes, des éditeurs, et ce que j'aime bien, et le terme est anglais, des rewriters de paroles, des professionnels de la réécriture. Au point où certains accusent les médias de les mal citer parce qu'ils ont altéré le message ou de les mal interpréter parce qu'ils ont substitué à leurs paroles aux paroles rapportées. Le rapport entre médias et les principales institutions et fournisseurs de messages, on pense au politique, l'économique, le religieux, l'éducatif, l'associatif et le créatif, ce rapport a changé de manière imperceptible sur le moyen terme. Les médias ou technologies de communication ne sont plus,
où le sont de moins en moins le porte-parole des citoyens, le rapporteur des discours, le transmetteur de messages entre un sujet et un sujet, l'exemple classique étant le téléphone, entre un sujet et plusieurs, partis politiques et ses adhérents, entre un sujet et la multitude, le discours du chef d'État de la nation, mais le metteur en scène, en images, en son de ces messages. Ce n'est plus « voici ce que le sujet a dit », mais voici comment on peut l'interpréter. Je n'ai pas apporté avec moi, je l'ai oublié. Il y a eu un éditorial de Gilbert Lavoie hier ou avant-hier dans Le Soleil sur la commission Charbonneau, en disant voici comment les médias ont peut-être rendu mauvais service à la commission Charbonneau. Mais il y a une phrase là-dedans que j'ai trouvée superbe, parce que ça servait à ma cause, en disant qu'il y a eu des témoins et qu'il y a eu les commissaires, et les commissaires, eux, entendent et ils ont comme mandat d'interpréter ce qu'ils entendent et de comprendre et d'interpréter ce qu'ils ont entendu. Mais Gilbert Savoie dit, nous aussi, les journalistes, nous pouvons interpréter ce qui a été entendu, etc. Donc, je n'accuse personne, je ne fais pas un procès d'intention, mais je trouve la phrase intéressante où un éditorialiste se met sur le même pied qu'un commissaire d'une commission publique, en disant que moi aussi, j'ai écouté un tel, et j'ai entendu, et je peux interpréter ce qu'il a dit, mais aussi ce qu'il a voulu dire, ce qui est, entre guillemets, le mandat des commissaires. Donc, on se met un peu... Et quand que le journaliste ou l'éditorialiste, lui, va rapporter, parce que les commissaires ne nous rapportent pas ce qu'eux, ils ont entendu, on va avoir leur rapport dans un an, mais le journaliste le fait quotidiennement, mais il se place sur un même pied, enfin, il se donne le même mandat que les commissaires. Dans la parole échangée, l'interprétation du message revient au destinataire. Okay? Si on oublie, excusez cette parenthèse, là, je reviens. Dans la parole ou dans la communication, quand je parle à, on a une conversation, l'interprétation du message ou la définition des mots, ce n'est pas dans les mots, l'interprétation n'est pas dans les mots, ce travail d'interprétation revient au destinataire. Or, les médias, technologies contemporains se sont arrogés ce droit d'interpréter, ce droit du destinataire. Les médias deviennent le destinataire de nos paroles et non pas le destinataire auquel, moi, en tant que destinateur, je voulais destiner mon message. C'est comme si le facteur ouvrait mes lettres puis commentait puis avant de vous les remettre. D'accord? Les médias interprètent pour le destinataire sous de nombreux prétextes. Ah, mais le public manque de temps, donc je vais faire le travail de synthèse. C'est trop compliqué, donc je vais vulgariser. Et ça ne les intéresse pas, donc je vais essayer de les piquer pour qu'ils s'y intéressent. Alors se pose la question de la crédibilité de la parole. Qui croire? La parole prononcée dans un endroit public et transmise par un média porte-parole, la lettre que je reçois d'un ami, j'y crois, ou la parole médiatisée, c'est-à-dire livrée par l'opérateur de la technologie qui intervient dans la mise en forme du message, dans son formation, dans son mode de transmission et dans les conditions de sa réception. Par exemple, la programmation. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des nouvelles à la télévision, il faut attendre à 6 heures ou à 10 heures ou à 9 heures, etc. Vous pouvez, à moins d'aller sur l'information continue. Dans la mesure où il y a de moins en moins de médias porte-parole, la question mérite qu'on y réfléchisse. Quel circuit emprunte la parole et la pensée géniale ou banale qu'elle contient et qui est prononcée dans un endroit public, par exemple dans une assemblée publique, dans une manifestation ou dans une salle de cours, avant d'être livrée à son destinataire, et quels sont les points d'intervention de ce circuit? Qui est le destinataire? Le média ou est-ce le média qui désigne le destinataire? Un exemple, moi je considère que nous sommes dans un endroit public, je prends la parole
en public, si c'était enregistré, probablement ce l'est, ou si c'était un cours en ligne. D'accord? La parole que je prononce, il va être mise en scène et et c'est le producteur ou l'opérateur de ce cours-là qui va, entre guillemets, décider qui est le destinataire et dans quelles conditions ça va être donné. Et c'est probablement des conditions d'une réception individuelle, alors que moi, j'aime bien que dans un endroit public où on a une conversation, que ça soit en direct et que ça soit un peu multi et non pas donner un cours à chacun d'entre vous, mais dans l'ensemble d'entre vous. Le mot de la fin, ça vient. Le mot de la fin, c'était le mot du début, médiatisation. Oui, le mot est difficile à prononcer, mais médiatisation fait l'objet de recherches épistémologiques sur les plans théoriques et méthodologiques et de travaux de recherche empirique contemporains. Il fait aussi l'objet d'un procédé habituel de banalisation dans la presse écrite. J'ai 2 exemples que j'aime bien. Dans un article du Soleil, dont il était question des règlements des aéroports à Neuville, enfin, ça n'a pas d'importance, la journaliste écrit, en parlant d'un document, ce document, censé fournir des renseignements et des conseils sans modifier les exigences réglementaires, a été publié en douce le 18 décembre 2013 et médiatisé par le Soleil. Voilà un document qu'un médium qui a été médiatisé par le Soleil. L'autre exemple, c'est on parle d'un ingénieur dans les années où on a construit le pont de Québec, ça devait être dans les années 20, dans les années 10, François, tu t'en rappelles? Il me semble que dans les années, dans les années 20 ou 30. Bon, vous savez un peu l'historique, la portion centrale s'est effondrée, il y a eu 73 morts, etc. Il y a eu un défaut au niveau de la construction de l'ingénierie. On a fait venir un ingénieur, peu importe son nom, enfin, pour lui, ça importe, mais pour nous, ça n'importe pas, qui est venu, il a refait les plans et on a remonté et ça a tenu. Il y en a eu encore 13 de morts, mais ça, c'est moins que 73. Donc, ça a tenu. Bon, ces travaux, etc., ont fait un peu le tour du monde. Toujours dans le Soleil, il y a une dame qui est en train de faire un documentaire sur cet ingénieur-là. La productrice du documentaire souligne d'ailleurs que la médiatisation de la construction, de l'effondrement et de la reconstruction du pont de Québec au début des années 1900 a été d'un grand secours. Donc là, on a médiatisé un document fédéral et là, on fait la médiatisation de la construction d'un pont. Okay? C'est ça que moi j'appelle, si on va faire un clin d'œil sur les pratiques professionnelles, c'est ça que j'appelle dans les rapports entre des médias d'information et des pratiques professionnelles de recherche et des pratiques professionnelles d'information, c'est ça que j'appelle, moi, une banalisation. Okay? On emprunte des mots. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu dire que le Soleil a diffusé le document plutôt que médiatiser le document. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas pu dire que dans les années 1900, les travaux de cet ingénieur-là ont été diffusés par les médias du temps plutôt que la médiatisation de la construction. Au-delà de la chicane des mots, moi, c'est la banalisation qui risque de cacher ma forêt devant le phénomène que j'essaie de décrire, qui est la médiatisation de la parole. Ferme la parenthèse. Donc, cette banalisation, c'est un procédé d'emprunt terminologique de la part des journalistes qui donne au terme emprunté ou plagié une connotation, je dirais, savante, tout en le vidant de son savoir. Exemple, exemplaire, l'usage abondant et tout azimut du terme problématique. Je ne sais pas si vous avez, moi, un ras-le-bol, moi, de savoir qu'on a
la problématique des nids de poules, puis on a la problématique de ci, puis la problématique de ça, alors qu'on avait des problèmes de nids de poules, puis tout d'un coup, on a la problématique des nids de poules. Ainsi, le réchauffement de la planète versus les changements climatiques. Okay? Donc ça aussi, c'est une autre forme de banalisation où on prend des mots et on les substitue à d'autres, mais on emprunte des mots qui ont un sens, on emprunte des pensées, on emprunte des paroles, des mots dans un domaine qui veut dire telle ou telle chose, qui transmet une pensée bien spécifique, on l'emprunte, on le met dans un autre contexte et ça ne veut plus dire la même chose. Ça banalise, ça tue le savoir et, à mon avis, ça tue le débat. L'exemple, c'est des climatiques, le changement climatique et le réchauffement de la planète. Okay? Et là, tout le monde se gueule, mais comment ça, le réchauffement de la planète? Il fait fret l'hiver encore. Okay? Et là, on a comme banalisé tellement, on a oublié qu'on parle de changement climatique et le froid intensif est devenu un changement climatique. On a du froid alors qu'on n'en avait pas dans certains endroits. Donc, c'est pas, le changement climatique ne se ramène pas, n'est pas banalisé simplement à la question du réchauffement de l'Arctique et de l'Antarctique, c'est le changement climatique qui est vraiment en cause, et tout le savoir tourne autour du changement climatique, y compris la récurrence des fronts froids. Fronts froids, oui, je l'ai dit. Donc, c'est une question de banalisation et un clin d'œil à la pratique des médias d'information. Le terme de médiatisation est le proverbial arbre qui cache la forêt. Si l'on s'y attarde trop, l'on risque de ne pas voir le changement qui s'opère dans la forêt. Le terme médiatisation nous renvoie à la problématique du changement, le changement dans le rapport entre les médias de communication et les institutions, ce qui est le niveau d'analyse qu'on appelle macro, mais aussi le changement dans les pratiques du quotidien, c'est ça qu'on appelle l'analyse du niveau micro. Pour citer le sous-titre de l'ouvrage de Thomas de Zengotita, How the media shapes your world and the way you live in it. Ça, c'est, comme disent les Américains, dans un noix de coco ou une nutshell, un peu l'essence ou la racine de médiatisation. Okay? La question aujourd'hui, et c'est pour ça que les recherches en médiatisation, c'est comme une rupture dans la tradition de la sociologie ou de l'étude des médias qui sont encore axés sur l'effet des médias et l'usage des médias. Ceci est un peu une rupture dans cette tradition-là, dans le sens suivant, c'est que, la problématique, ce n'est pas la problématique de la persuasion ou de choses de ce type-là. La problématique, c'est le changement. Et le changement, bon, on peut avoir du changement à l'intérieur des médias, l'évolution des technologies, ça, c'est un changement. Mais là où la lumière jaillit, on se demande quel est le changement entre les médias et les grandes institutions. Et là, on s'aperçoit que depuis longtemps, les médias étaient l'auxiliaire des institutions. À un moment donné, les partis politiques savaient qu'ils avaient besoin de porte-parole pour faire connaître leurs actions, les lois, etc. Il y avait besoin de médias porte-parole. Maintenant, on s'est comme aperçu qu'on avait peut-être besoin, nous, les gens de la politique, de faire des médias, d'agir comme des médias. Les médias étant devenus des gens qui interprètent, qui mettent en scène. Donc, les partis politiques, autrefois, utilisaient les médias comme porte-parole. Là, on s'est aperçu que les porte-paroles étaient des metteurs en scène. Donc, on n'est pas pour confier notre message à un metteur en scène, on va faire notre propre mise en scène. Donc, on va engager et on va médiatiser l'affaire politique. Même chose dans l'éducation, etc. Donc, le rapport entre médias et institutions, c'est que les médias sont devenus une institution presque semi-autonome
Et il y a des rapports entre l'institution des médias ou des technologies et les autres institutions, mais aussi les autres institutions ont intégré dans leur propre fonctionnement le média logique. Quand ils pensent politique, ils pensent comme médiatisation et ils pensent la mise en scène, etc., pour conditionner. Et comme média logique des partis politiques ou des églises ou peu importe, c'est qu'on va choisir notre destinataire, on va choisir comment on va mettre en scène, mais aussi on va choisir les conditions dans lesquelles il va recevoir notre message. Donc, on va attendre à, je ne sais pas moi, 18h, 17h moins 5 pour donner le point de presse parce qu'on sait que la radio en direct, c'est à 17h, donc 15 minutes avant, etc. Donc, on agit comme un média. On médiatise. La politique devient médiatisée, non pas par les médias, mais par le politique lui-même. Multiplier les exemples dans les autres institutions. En même temps, cette média, cette technologie-là, si c'était juste entre les grands, ça ne nous inquiéterait pas trop. Mais de plus en plus, nous, comme individus, dans notre quotidien, on médiatise beaucoup notre quotidien. Dernier exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est le iWatch de Apple, entre autres, qui est la suite de plusieurs d'autres iWatch ou Watch, etc. Donc, avant, pour certains, la santé, c'est une préoccupation. Je m'assure de faire des exercices, je m'assure de manger correctement, de faire un bilan médical de temps en temps, etc. Enfin, je me soigne, d'accord? Mais pour d'autres, avec un iWatch, etc., moi, là, je peux calculer mon pouls cardiaque tout de suite, maintenant, là, OK? Je peux savoir combien de calories j'ai dépensé depuis ce matin. Je peux savoir combien de calories je dois dépenser avant, etc., etc. Je peux prendre une photo d'une assiette que je vais manger qui va me dire directement combien de calories il y a là-dedans, etc., et si je peux prendre un dessert, etc., etc. Ma santé, je peux la médiatiser. Okay? J'ai une technologie entre moi et la santé, là, qui fait que ma santé, elle est complètement ou totalement, complètement puis totalement, c'est à peu près la même chose, là, mais grandement médiatisée. Multiplier les exemples. Okay? Là, je vais caricaturer un peu. En termes de savoir, connaissance. Autrefois, on pouvait parler à quelqu'un puis demander qu'est-ce qu'il pense du dernier film de, ou se laisser influencer par « t'as vu ce film-là, puis etc. » Non. Là, je peux ne parler à personne, aller sur l'ordinateur, aller savoir la vie la plus banale du réalisateur, du producteur, des comédiens, dans quoi ils ont joué avant, etc., etc., les critiques, combien ont aimé le film, qui ont donné 3,5, etc. Je peux me compliquer la vie simplement pour savoir si je vais aller voir un film que je vais peut-être aimer, alors qu'avant, ou dans un monde non médiatisé, j'étais arrivé à savoir qu'un tel, quand il voyait un film qu'il trouvait ça bon, d'habitude, moi, je le trouvais bon. Je ne me compliquais pas la vie plus que ça, d'accord? Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, je peux médiatiser énormément toutes mes activités allant du simple amusement à des choses plus sérieuses comme la santé. Et que dire de la mort? Là, on peut médiatiser sa mort à l'infini. Il y a certaines choses auxquelles on ne préfère pas y penser trop. Donc, la recherche entre la médiatisation, ce que ça cache, puis je vais finir avec ça, ce que ça cache, c'est des travaux d'ordre épistémologique, là, c'est-à-dire en profondeur, sur le plan théorique, sur le plan méthodologique, et des travaux empiriques, ce qui, je trouve, très intéressant dans ce champ de littérature, c'est les travaux pratiques ou les travaux empiriques qui se font et qui se posent la question, les technologies ou les médias de communication
qui étaient comme des auxiliaires deviennent des institutions, puis qui ont des rapports quasi institutionnels entre grandes institutions. Et en même temps, les autres grandes institutions, la religion, la politique, etc., médiatisent leur propre action politique, leur propre action religieuse, leur propre action éducative. Donc, il y a ça. Il y a dans le méso les individus qui médiatisent de plus en plus leur quotidien. Okay? Les travaux en médiatisation, c'est d'analyser le lien des changements-là et des rapports entre ces deux niveaux-là. Dans quelle mesure les changements de rapport entre médias et institutions ont un impact sur les changements qui existent déjà dans la médiatisation de nos quotidiens et dans quelle mesure la médiatisation de nos pratiques quotidiennes a un lien avec les changements de médiatisation entre les institutions dont fait partie maintenant les médias. Je ne pensais pas de réunir tout ça dans une seule phrase. Je vous remercie beaucoup. Wow. Je n'ai pas fini de réfléchir cette semaine. Franchement, les garçons, vous nous avez... Est-ce que vous avez des questions? J'ai une petite question, en fait, sur tout ce que vous avez dit. Ben, ça m'a amené à me faire réfléchir. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui communiquent via des jeux en ligne. Donc, ça s'appelle les MMORG, les Massive Multiplayer RPG. Puis, je me demandais, est-ce que le jeu est le média entre la communication entre deux personnes à chaque bout ou le compagnon? 3 choses. Ouais. Premier, j'aime bien quand vous dites, je ne sais pas si vous connaissez les jeunes. Oui, j'en connais des jeunes. Non, c'est une blague, une mauvaise blague. Deuxièmement, la revue, une petite promotion. La revue va publier une note de recherche sur exactement cette question-là. Mais plus sérieusement, non, je ne suis pas familier avec... Je connais l'existence d'eux. Je ne suis pas un joueur avec des avatars, et etc. Mais il y a eu une entrevue avec quelqu'un qui joue. Et ça m'avait beaucoup frappé. C'est probablement la seule référence que j'ai. On rapportait que ça n'a pas exactement... Là, je vais dévier un peu, mais je vais y revenir. Ça se rapporte avec une tendance où vous avez des individus qui créent leur propre site et dans lesquels ils expérimentent des nouveaux jeux en ligne. Okay? Donc, c'est comme des cobayes. Sauf que ça a toujours existé. Sauf que ces cobayes-là, il y a un cobaye en particulier qui est mondialement connu, qui lui a décidé d'expérimenter le jeu sur son site web. Okay? Donc, on peut le voir expérimenter le jeu et l'entendre dire « ça marche-tu, ça ne marche pas, ça c'est bon, etc. etc. Okay? » Et ça, ces vidéos-là sont très populaires. Il y en a un autre qui, lui, achetait des jeux et aimait beaucoup jouer en ligne comme ça. Il a commencé à regarder ces vidéos-là et là, je trouvais ça amusant, il a arrêté de jouer avec ces jeux. Pourquoi? Parce qu'il trouvait qu'il n'était pas aussi bon que celui qui faisait l'expérimentation, mais il y avait plus de plaisir à regarder quelqu'un. Il y avait plus de plaisir de regarder sur vidéo quelqu'un qui jouait à jouer des jeux qu'à jouer lui-même. D'accord? Donc, la notion de jeu, là, c'est que, encore une fois, le plaisir de jouer, ce n'était pas dans le jeu, mais c'était de regarder quelqu'un jouer sur un média, de regarder un jeu médiatisé. C'est ça qui était devenu pour lui le jeu et le plaisir du jeu.
Oui, c'est un peu weird. Mais pour revenir à la question des gens qui jouent en ligne, je ne peux pas aller plus loin dans ma réponse pour les raisons que j'ai évoquées, mais il semblerait qu'il y a comme deux, peut-être plusieurs, entre guillemets, écoles de pensée. Il y a des gens qui nous disent, bon, on est vraiment dans l'ère de l'individualisme pur. Okay? C'est un qui non seulement, et ça pose des questions d'identité, c'est quelqu'un, dit-on, qui trouve son identité dans un avatar. Okay? Donc, il y a là un phénomène de construction de son identité. C'est-à-dire que je ne suis pas, comme disait François, je ne suis pas parfait. Je vais me construire tel que j'aimerais être ou tel que je pourrais être dans un avatar. Bon, on peut se donner des qualités positives ou se donner d'autres qualités. Okay? On peut être génial ou on peut être bitch parce que, dépendamment comment on veut. Et se choisir comme bitch, c'est peut-être le plaisir du jeu, mais c'est peut-être aussi une façon de construire son identité. Une fois qu'on a cet avatar-là, se pose la question, moi, mon avatar, il est en communication avec un autre avatar. Problème, je ne sais pas si l'autre avatar est quelqu'un qui joue à être bitch ou c'est une vraie bitch. D'accord? Donc, comme je dis, moi, ça me pose des questions. Je trouve ça intéressant par les questions que ça soulève. Et je reviens toujours à la médiatisation. On est là dans un cas très pratique de médiatisation où la notion d'identité est, entre guillemets, problématique, c'est-à-dire mystérieux. Pas dans le sens que ça pose un problème. Il n'y a probablement pas de problème d'identité. La personne n'a pas schizophrène, elle n'a pas de problème d'identité. Mais la médiatisation de la notion d'identité est pour moi intéressant. Et ça, c'est un changement d'ordre technologique qui rejoint la pratique quotidienne de s'identifier, mais qui rejoint aussi la notion des changements au niveau des médias comme institution. Quand on parle des médias comme institution, c'est tout le côté technologique, mais tout le côté économique exactement, et toute l'action sociale. L'action sociale de jouer avec quelqu'un d'autre, maintenant, elle est médiatisée dans son extension. Okay? Qu'est-ce que ça va avoir sur la notion de jeu? Qu'est-ce que ça va avoir sur la notion de plaisir du jeu? Et surtout sur la notion d'identité, etc., etc. La médiatisation soulève ces questions-là, ou le mystère. Oui? Je n'ai pas vu d'autres mains. Oui? Une question dans une autre optique. Avec le développement du web, je me demandais peut-être les médias qui se mettent en scène l'information sont principalement à la télévision. Ils essaient de développer sur le web, mais avec la diversité qui est sur le web, puis la fragmentation de toute cette information-là, est-ce que ce serait possible que ça revienne vers un média porteur de messages plutôt que d'interpréteur de ce message-là? Okay. Juste une note en bas de page pour vous donner un autre éclairage. Je ne m'excuse pas, mais mes références sont en anglais. Et comme vous avez remarqué, c'est des Anglais qui ne sont pas américains ou états-uniens. Je ne m'excuse pas de donner des références en anglais, c'est parce que c'est dans ce monde-là, qu'est-ce que vous voulez, que ces genres de questions sont posées et analysées. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en langue française. D'accord? Donc, pour cette question-là, il y a un petit bouquin qui a été écrit par justement quelqu'un qui fait du blog, etc., et qui s'attaque à la prétention de gens qui disent, si vous voulez vraiment que votre entreprise décolle, si vous voulez vraiment devenir célèbre, si vous voulez vraiment faire de l'argent parce que vous allez lancer une chanson ou je ne sais pas trop quoi, c'est-à-dire faire tout ça par les médias sociaux,
Son titre est très évocateur. Social media is bullshit. OK? Donc, ça vous... Bon, il y a un clin d'œil, mais il y a aussi une critique assez intéressante. Ferme la parenthèse. Porte-parole, je ne vois pas. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas prévoir. Mais la question soulève une autre question, c'est quand on est porte-parole, habituellement, le destinataire, celui qui écrit, choisit son destinataire. Okay? Celui qui fait un blog, lui, il écrit pour le destinataire at large. Là. C'est du genre, « Allô, y a-t-il quelqu'un? » Et si vous êtes là, bon. Et si je fais un peu de projection, si j'écrivais un blog, et j'aimerais bien qu'on me lise, je vais essayer de scénariser mon blog en m'inspirant des blockbusters. Okay? Qu'est-ce qui fait qu'un film, une chanson, un spectacle, etc., entre guillemets, ça marche? Okay? Bon, il y a une mise en scène, une mise en promotion, etc., etc., je vais emprunter cette logique de mise en scène qui, encore une fois, qui s'appelle un media logic. Je vais m'inspirer des médias parce que si on regarde ce qui fait la popularité ou la crédibilité ou la personnalité de certaines institutions, individus, organisations, etc., etc., c'est la logique médiatique, c'est le media logic. Okay? Il y a une façon de faire et les médias l'ont inventé. Donc, moi, en tant que blogueur, je vais médiatiser mon message. Je serais un peu idiot de ne pas me servir de la logique du média que j'utilise pour rejoindre mon destinataire. Ça, c'est la réponse. La réponse courte, c'est non. L'arbre, c'est non. La forêt, c'est tout ce que je viens de dire. Ça crée des... François parlait d'expérience, hein, c'est de l'acquis, même si ce n'est pas professionnel. Tout ce qu'on capte à la télé, à la radio, sur Internet, finit par créer dans notre esprit de destinataire un modèle, créer des attentes, puis on les... tu penses pas ça crée un modèle de façon de communiquer qu'on risque de vouloir retrouver dans l'ensemble des communications qui nous parviennent de façon médiatisée. Alors, on cherche un peu toujours le même modèle, puis on se conforme un peu, ça devient un stéréotype. Non. Non? Je dis non. Donne-moi la réponse longue, Gaston. Non, ma réponse longue est presque aussi courte. C'est parce que, en raison de mon itinéraire identitaire, je ne me situe pas dans cette façon de problématiser la question. Okay? Moi, je me... Tu as raison, là. C'est pas personnel, mais j'ai, entre guillemets, fréquenté la littérature où on parlait de modèles, d'effets, de persuasion et tout ça, etc. Mais mon expérience avec les médias m'ont fait que, non, moi, ça ne me satisfait pas comme mode ou comme cadre théorique. OK? Donc, je ne suis pas là. Donc, non, là, dans le sens que, non, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas là-dedans. OK? Je suis ailleurs. Et donc, si je prenais ta question, mais je le mettais dans mon carré de sable, bien, à ce moment-là, ce serait une longue, longue réponse. Mais comme on est dans deux carrés de sable différents. Il faut tenir compte du carré de sable à ce compte-là. Bien, c'est-à-dire, je reviens encore à ma façon de définir les mots et les concepts. Moi, je définis mon champ d'intérêt par rapport à. OK? Et dans ce cas-ci, mon par rapport à, c'est
C'est ça que toi tu évoques comme façon de poser les questionnements. Donc, c'est pas personnel, mais on peut communiquer, on peut se parler. Absolument. Oui. C'était ma non-réponse. Ruiner ça. D'autres questions? À moins d'avoir un débat, ça c'est autre chose. Mais si c'est juste pour répondre à une question, je n'irai pas plus loin. Mais si on veut un débat un jour, Non, OK. Non, ouais. C'était des, comme tu dis, des carrés de sable à côté de l'autre. Oui. Bon, compliqué, c'est peut-être des carrés de sable dans un plus grand carré de sable. Ah, ben ça peut-être. Et il y a aussi la date des carrés de sable. Là. Il y a des carrés de sable qui datent. Ouais, je pense que c'est ta définition d'identitaire. Non, pas ta définition, ton point de départ, qui est l'identité, qui fait. On cherche à problématiser un objet, puis peut-être t'es parti avec l'identité, c'était quelque chose de fort. Puis moi, je suis partie de quelque chose, je pense que j'ai dans mon idée quelque chose qui relève plus de l'acquisition sociale, puis de l'expérience. Alors, Oui. Bon, rapidement, si on me lance sur la question d'identité, je ne suis pas dans le même carré de sable où l'identité est définie à un moment arbitraire puis on est parfait. Okay? Je ne suis pas dans ce carré de sable-là. Non. Je ne suis pas dans ce carré de sable-là. Je ne suis pas dans le carré de sable où l'identité, c'est une construction sociale. Je ne suis pas dans ce carré de sable-là. Dans le carré de sable, je suis dans le carré de sable où, avec le changement d'ordre technologique et avec le changement des médias de communication avec les institutions et blablabla, etc., l'identité devient littéralement un itinéraire identitaire pour l'individu, mais aussi pour des groupes ou pour des réseaux. Okay? Dans le sens que, et là, il y a un livre qui vient de sortir que je n'ai pas lu, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné la référence, qui s'appelle Media Life. Okay? C'est-à-dire que notre vie est médiatisée et dans la vie, il y a toujours, entre guillemets, pour ne pas prendre les grands mots, la quête identitaire. Et la notion même de quête identitaire est alliée avec les changements d'ordre technologique qui ont entraîné des changements d'ordre social. Okay? Avant, on avait, tu sais, notre identité était donnée. Je suis le fils à papa, je fais ci, etc. Et c'est vrai que notre identité est un fils de plombier, puis on restait plombier ou des choses comme ça, etc. On ne se posait pas de questions sur notre identité. Aujourd'hui, pour certains gens, la question identitaire devient la question fondamentale de sa vie. Okay? Ça le rend malade. On peut se rendre malade dans la quête identitaire. Okay? Donc, cette quête identitaire, il faut voir un peu dans quel j'aime pas le terme contexte, mais dans quelle conjoncture et surtout dans quel type de société cette question d'identité est devenue une quête et qui est devenue, pour certains gens, une problématique ou une maladie. Okay? Il faut voir ça. Et sans faire le Dr. Phil de la télévision, il reste que c'est dans les pratiques, et on revient aux avatars, etc., il y a toute une foule de pratiques interreliées dans nos vies quotidiennes qui peuvent être raccrochées à l'idée de l'identité ou de la quête de l'identité. Mais on n'est pas suffisamment avancé pour dire qu'est-ce qui cause et est-ce qu'il y a un modèle identitaire qui est imposé ou est-ce qu'il y a des modèles d'identité ou des modèles de pensée, etc. Parce que dans l'identité, on a tout l'aspect de façon de penser, façon de sentir, etc., etc. Et moi, je parlais davantage de façon ou de manière que de modèle. C'est la notion même de modèle qui fout le camp quand on est dans cette littérature de médiatisation. Quand on est perdu dans la forêt, là, la notion de modèle, on l'a laissée dans le sentier. OK.
on a le temps pour une question. Absolument. Oui, j'ai le temps. Vous avez le temps? Moi, je travaille en santé publique. Là, je me rends compte que j'aurais des questions à me poser sur le mot santé, le mot public. Et puis en santé publique. Posez-les vous-même. Oui, ben c'est ça, je m'étais jamais arrêtée vraiment à ça. Mais en santé publique, il y a des saines habitudes de vie à laquelle on se penche avec toute la médiatisation de l'information sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour être en santé, et toute la théorie du changement de comportement avec ces résultats sociaux. Moi, je me pose énormément de questions. Je suis en contradiction avec ce que je pense et avec à l'endroit où je travaille. C'est ça qu'on appelle un mystère. Oui, j'ai un gros On va mystère. pouvoir utiliser le mot problématique. Oui, c'est ça. C'est un peu L'expérience mystère. c'est un peu l'objet de ma maîtrise. Donc, on a des informations à transmettre sur c'est quoi être en santé. On a un public cible. On ne connaît pas trop l'identité de ce public cible-là, dans le sens que on veut augmenter tel taux, mais finalement, on ne sait pas dans la réalité qu'est-ce que ces gens-là vivent. Est-ce qu'ils ont le temps de se pencher sur le fait de manger des fruits et des légumes? Est-ce que c'est ça leur priorité dans leur vie? Donc, on arrive avec nos gros canons, comme si on est la nouvelle religion, là, la santé. On arrive avec nos gros canons pour leur dire quoi faire. Mais en même temps, il faut donner de l'information pour leur dire bon, que s'il faut telle affaire pour être en meilleure santé. Moi, ça me heurte. Parce que qui on est, nous, pour venir leur dire, médiatiser l'information qu'on doit interpréter aussi, j'imagine? OK. Beaucoup de choses, là. J'interprète. Je ne suis pas sûr que le mot médiatiser l'information est juste vous diffusez de l'information, disons que comme ça, à l'aide de plusieurs médias. Ben, en fait, on interprète certaines études scientifiques. Oui, mais là, je pars de là pour monter. Au début, vous avez parlé être en santé. Qui a défini être en santé et par rapport à quoi être en santé? OK? Si être en santé, c'est sûr que ça veut dire, c'est mise en rapport par rapport, c'est mise en relation avec sédentarité, par exemple. OK? On entend souvent que, bon, les gens qui sont assis sur leur quotient intellectuel 8 heures par jour sont sédentaires et donc ils risquent d'être en mauvaise santé parce qu'ils sont toujours assis. Okay? J'ai eu un physiothérapeute qui m'a dit « Faites attention, vous pouvez avoir un emploi sédentaire et ne pas être sédentaire. C'est-à-dire que si vous êtes assis 8 heures par jour, mais vous marchez 4 km pour aller à votre travail. Si vous marchez 4 km avant de vous asseoir pour 8 heures, puis ensuite vous rentrez chez vous un autre 4 km, vous êtes en santé. Okay? Il n'y a pas un lien entre sédentarité et manque de santé. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut commencer, je pense qu'il faut réfléchir sur les mots qu'on utilise pour exprimer ce qu'on veut questionner. Et pour prendre pour acquis les mots qu'on utilise pour formuler une question ou pour formuler son angoisse, okay, face à des situations que vous trouvez frustrantes. Okay? Donc, pour exprimer votre frustration, il faut voir avec quels mots vous les utilisez pour exprimer cette frustration. Je ne sais pas si ça répond pas. Pardon? Il y a le mot, puis il y a le concept derrière le mot. Bien, c'est-à-dire qu'il faut voir dans la façon dont vous exprimez votre frustration, dans quelle mesure vous êtes médiatisé, c'est-à-dire dans quelle mesure vous utilisez des mots et ce que les mots peuvent représenter, que ces mots-là vous ont été, que vous les pigez dans un monde médiatisé, dans les médias
dans des documents, etc. Là? Non? En fait, c'est comment expliquer ce que je ressens, comment expliquer trouver les bons mots pour expliquer ma frustration. Tous les mots sont bons. Ça dépend comment vous les utilisez. Je viens. C'est ma façon de ne pas répondre à votre question, parce que je ne suis pas capable de répondre à votre Oui, mais je trouve ça intéressant votre façon de faire, parce que vous avez commencé à nous parler de votre histoire, puis vraiment comme il faut que je revienne à la base finalement, puis que je recule pour voir d'où ça part, ou me questionner plus sur le début, comme un peu vous avez fait là, sur la présentation. Oui, ce que j'essaie, mais ceci c'est comme une conversation privée, là, mais vous pouvez écouter. La façon dont je répondrais, c'est, bon, là vous exprimez, j'utilise vos mots, vous exprimez une frustration qui est liée à votre travail professionnel, etc. D'un côté, on sait qu'est-ce qu'il faut être pour être en santé, puis d'un autre côté, il faut dire aux gens comment être en santé, ou enfin, il y a comme une espèce de contradiction, etc. D'accord? Alors là, la suggestion que je ferais, c'est d'où vient cette façon d'exprimer votre frustration et en partant de la phrase, on sait ce que ça veut dire que d'être en santé. OK? Partez ça comme d'une espèce d'évidence, etc. Et le reste découle. Qui, par rapport à quoi, on sait ce que ça veut dire être en santé? OK? Donc, par rapport à être malade. OK? Donc, c'est dans ce rapport-là qui est la notion d'être en santé. Et être en santé, est-ce que c'est une façon institutionnelle, la santé, qui le définit? Et est-ce que la santé, l'institution santé, médiatise sa façon de définir, etc.? Et si vous vous situez à l'intérieur de ça et vous le prenez, c'est sûr que votre expérience du quotidien, il y a peut-être un moment donné, il va y avoir une espèce de frustration qui va être là. Mais Moi, j'en conclus que ce serait plus facile à être facteur. Hey, moi, ça complique-tu la vie? Moi, je pense que je vais être facteur. Mais retard, Il fait tempête dehors, c'est ah oui, facteur. c'est sûr. donc, On marche, mais on est en santé. le mot de la fin que je me fais à moi-même, c'est que je suis relativement convaincu que j'atteins mon pari, c'est-à-dire qu'on a trouvé des terrains communs. Oui, c'est vrai. Oui, En termes de questionnement. c'était très clair. Ouais. Puis c'est rare, ça. C'est pas... Merci à vous. Merci à vous. Merci.